bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Voilà, donc le titre est ambitieux, ce sera plus modeste. Mais bon, voilà, on va quand même essayer de faire cette traversée, cette petite promenade. Alors la question écologique n'est pas nouvelle, elle remonte à au moins 2 siècles. Mais si elle s'est de nouveau imposée avec force dans l'espace public, et notamment aussi dans l'imaginaire cinématographique, c'est semble-t-il à la faveur d'un changement d'échelle et de complexité. Pour le dire vite, nous sommes passés de crises localisées et ponctuelles, le smog des villes ouvrières, les marées noires, les rivières polluées par les égouts, les usines, à des transformations dont l'étendue, à la fois spatiale et temporelle, échappe souvent à notre perception, voire même à notre compréhension. On parle ainsi d'un continent de plastique au milieu du Pacifique, on parle d'1 million d'espèces menacées de disparition dans les prochaines années, on parle d'un bouleversement climatique s'envisageant en centaines de milliers d'années, etc. etc. Nous n'avons donc pas affaire à une crise ou même à une succession de crises qui appellent leur résolution, éventuellement technologique, mais bien à une mutation profonde du système Terre et de notre manière de nous y situer. Mutation sans retour possible en arrière, sans restauration à l'identique envisageable. C'est ce qu'on peut appeler d'un mot, disons, l'anthropocène, cet âge signalant que l'espèce humaine est devenue une force d'ampleur tellurique. Mais c'est un mot ou une notion, un concept qui n'est pas sans défaut. Est-ce bien l'espèce humaine dans son ensemble qui est responsable de ces mutations ? Ou bien, comme le suggère un autre terme, capitalocène, les agents d'un système techno-politico-industriel qui a œuvré à l'exploitation des ressources et du vivant à compter de la première révolution industrielle. Alors on peut aussi parler de plantatiocène, etc. Il y a diverses manières finalement on pourrait dire, de cadrer cette question. Et ces questions de vocabulaire, évidemment, ne sont pas anodines. Elles témoignent d'interprétations divergentes, éventuellement conflictuelles, des événements en cours, impliquant des façons d'éprouver, de penser, d'imaginer, d'agir différentes. C'est pour cela que j'invitais, dans mon petit texte de présentation, à considérer l'écologie comme une forme de sensibilité et partant comme un ensemble de manières d'envisager les relations d'interdépendance entre les vivants, les écosystèmes et la biosphère. À cet égard, l'écologie invite à considérer l'histoire du cinéma sous un autre jour, autant qu'elle trouve dans cet art des relais esthétiques pour donner à éprouver d'une manière plus intense, plus subtile, plus complexe, la texture du monde. Alors, à partir de 5 axes de réflexion, je vais donc proposer une sorte de traversée un peu au pas de charge, parce que je pense que j'ai prévu trop d'extraits, on verra. Une traversée donc des différents catalogues, peut-être aussi une sorte un peu de jeu de montage entre différents extraits. Évidemment, on aurait pu envisager d'autres manières de cheminer parmi tous ces films, mais voilà, c'est une proposition. Alors, donc, premier point qui tient à différentes formes d'idéalisation de la nature. Puisque quand on parle d'écologie, très vite, on a ce réflexe, nature, verdure, vert, etc. Je vais commencer par un extrait du Sommet des dieux, film d'animation de Patrick Imbert, sorti en 2021, dont je vais vous montrer la toute fin. Voilà, donc c'est la dernière scène, et pour ceux qui n'ont pas vu le film, qui n'auraient pas vu le film, on peut dire qu'elle a quand même un statut particulier, car le personnage que nous voyons donc sur le point d'atteindre le sommet est en réalité mort. Il s'agit d'une projection de la part du narrateur. Et la question qu'on se pose, c'est au fond, ce personnage est-il mort avant ou après avoir conquis l'Everest ? C'est la question même que l'on se posait à propos d'un personnage historique et qui lance l'enquête du film. Personnage historique, figure légendaire de l'alpinisme, George Mallory, qui avec son ami Andrew Irvine et une dizaine d'autres Britanniques et quelques 60 Sherpas et Tibétains ont tenté cette ascension en 1924. Alors je ne reviens pas, et donc qui en est mort dans des circonstances qu'on ignore.
Je ne reviens pas sur le détail du film, mais je retiens surtout cette boucle, hein, finalement, ce bégaiement qui va lier Mallory, donc le personnage historique, au personnage de fiction Abu Joji. Et finalement, à travers le discours de ce narrateur, hein, on comprend que tous deux, en tout cas c'est l'interprétation que le narrateur en fait, tous deux sont portés par le même désir inexplicable, hein, au-delà de toute rationalisation, d'arriver sur le toit du monde et même au-delà, hein, puisqu'il n'y a pas de fin à la marche. L'évolution du cadrage, qui donne à la silhouette d'Abou une place de plus en plus importante par rapport à la montagne, il est d'abord minuscule. La contre-plongée, la présence d'un soleil glorieux qui vient l'auréoler, le fait même d'achever le film sur ce mouvement d'ascension plutôt que sur la pose au sommet, tout cela contribue à mythifier la figure de l'alpiniste, héros solitaire, obstiné, conquérant de l'inutile, pour reprendre le titre d'un livre bien connu. Dès l'apparition de l'alpinisme comme discipline en Angleterre, puisque on n'a pas eu, de tout temps, nous n'avons pas eu l'idée d'atteindre le sommet des montagnes, et moins encore celui de l'Everest. Finalement, dès l'apparition de l'alpinisme comme discipline, donc au courant du XIXe siècle, les alpinistes se sont décrits comme supérieurs à ceux qui n'ont pas, comme eux, foulé les sommets. Ce sont des initiés qui construisent leur vision du monde sur une série d'oppositions entre le haut et le bas, le grand et le petit, le pur et l'impur. La pureté garantie donc par l'élévation n'est pas uniquement, par l'élévation au sommet, n'est pas uniquement spirituelle. S'éloigner des vallées, c'est aussi s'éloigner du peuple. Respirer, je cite Leslie Stephen dans un livre qui s'appelle The Playground of Europe, il parle des Alpes en l'occurrence, respirer un air qui n'a pas passé au travers de millions de poumons et boire une eau sans germe. Mais c'est aussi s'éloigner de la pollution urbaine du premier pays industrialisé, l'Angleterre, particulièrement forte dans les années 1830-1870. En 1918, un autre alpiniste, Hugh Studfield, compare l'alpinisme à une religion. Il explique que la secte, entre guillemets, des alpinistes vénère les montagnes, dont l'invasion par des individus non orthodoxes constitue une profanation de mystères sanctifiés. Bon, ce registre religieux, évidemment, est sensible dès le titre du film, Le sommet des dieux. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, qui date donc de 2021, et qui nous parle, je crois, particulièrement de notre imaginaire de la nature, de ce qui, quand on dit nature, finalement, des images qui nous viennent, ce film participe, on pourrait dire, d'une sorte de déshistoricisation de la montagne, et d'une mythification à la fois de la nature et des quelques élus qui atteignent sa pureté immaculée. Évidemment, c'est une représentation qui est à la fois à contre-courant, on pourrait dire, de ce qu'est aujourd'hui le tourisme sur l'Everest et ailleurs. Et c'est une représentation aussi qui, on pourrait dire, est un peu à contre-courant d'une pensée écologique qui vise justement à historiciser notre rapport à ce qu'on pourrait appeler, ou pas, la nature. Le terme même de nature est à questionner. Alors, bon, vous voyez, je commence comme ça, mais parmi les extraits que j'ai choisis, finalement, ce ne sont pas que des bons extraits, des films correctement écolos. Ce sont des films qui nous permettent de penser cette question écologique et voilà, de la mettre un peu à l'épreuve, un peu en crise. Ce que je vais vous proposer, ce n'est pas une série de bons exemples. Ce sont simplement des films qui nous permettent de penser l'écologie. Et que l'écologie nous permet de penser aussi, puisqu'il y a toujours ce double mouvement. Alors, parmi les prolongements possibles, finalement, si on faisait un peu une sorte de séance, la montagne au cinéma, dans le catalogue, on pourrait voir aussi Gasherbrum, la montagne lumineuse, de Werner Herzog, qui pour le coup est un documentaire, La ruée vers l'or de Chaplin, avec avec le fait que l'Alaska, tout à coup, est considéré aussi comme une sorte de terre à conquérir, dans le prolongement de la conquête de l'Ouest. On pourrait aussi, le film n'est malheureusement pas encore au catalogue, mais le réalisateur sera là tout à l'heure pour une table ronde, donc je le cite. Et là, pour le coup, c'est un film, on pourrait dire, très, très actuel de ce point de vue-là, qui prend vraiment en compte les transformations écologiques, climatiques, etc. C'est La montagne de Thomas Salvador. Alors, deuxième extrait, c'est un extrait de La prisonnière du désert, la scène d'ouverture, donc probablement la scène la plus célèbre de l'histoire du cinéma, au moins américain. Donc on va regarder
les 2 premières minutes. Pour être un deuxième point, la nature, finalement, c'est le paysage. Ça se définit à travers le paysage. Et ici, ce qui est intéressant, on pourrait dire, c'est qu'on assiste à... Comment dire, en tout cas, on peut réfléchir à la fabrique culturelle du paysage à travers voilà, le cadrage et la perspective. Alors le paysage, c'est ce qui s'étale devant nous, au-devant de nous, on pourrait dire que nous contemplons à travers un point de vue. Un point de vue qui est en général donc en surplomb ou à une certaine distance, en retrait, et qui nous place dans une position d'observateur qui embrasse l'étendue. Ici, les surcadrages, à travers, et puis aussi donc, cet effet d'extension, une fois qu'on passe la porte, le surcadrage par la porte et les différents éléments de la terrasse vont orienter le regard, stratifier la perception, avec cette idée donc, du corps aussi qui sert un peu d'échelle à ce qui s'étend devant nous, semble, voilà, comme à l'infini d'une certaine manière. Donc il y a des seuils comme ça architecturaux, et puis il y a ce vaste paysage à l'arrière-plan. Mais ce paysage produit aussi, comme en écho, comme un reflet, un effet de seuil, de passage, un encadrement, avec ces 2 buts à l'horizon, Grey Whiskers à gauche et Mitchell Butte à droite, qui serviront tout au long du film de repères. Alors, qu'est-ce qui alors revient depuis le fond du plan, qu'est-ce qui revient de ce paysage? Dans ce paysage, c'est donc le passé de cette famille, Ethan qui revient après 3 ans de guerre. Enfin, en tout cas, la guerre s'est achevée 3 ans auparavant, donc il revient de la guerre. Donc c'est le passé de cette famille qui revient, mais c'est aussi, on pourrait dire, un fond mythique. Ces buts sont comme les pages ouvertes du livre de la nature, avec ces lignes relatant l'histoire des mouvements géologiques. La nature, ce n'est pas l'immaculé comme dans le sommet des dieux, mais l'immémorial, le temps d'avant l'histoire humaine, qui, elle, s'écrit à la frontière, sur le front pionnier, ce qui est donc le sujet des westerns. Alors John Ford place en ouverture un carton étonnant, Texas 1868, qui semble donner un ancrage historique à cette affaire, pour aussitôt nous plonger dans le mythe, puisque aucun spectateur américain, au moins, ne peut ignorer que Monument Valley n'est pas au Texas. La prisonnière du désert, comme les 6 autres films qu'il a tournés dans cette région, comme aussi les écrits de John Muir, ont contribué à fabriquer, on pourrait dire, un paysage national américain. Et d'une manière, par une sorte de retour de balancier, finalement, c'est à travers John Ford, à travers le cinéma de John Ford, que l'on voit et que l'on perçoit ce paysage. Donc ici, vous avez une sorte de panneau voilà, qui vous indique le bon point de vue, le John Ford Point, qui vous permet de faire la meilleure photo, entre guillemets, de ce coin-là. Alors évidemment, voilà, le cinéma de John Ford, qui a vraiment été, c'est pas le premier à tourner là-bas, mais à une époque où il était quand même assez difficile de rassembler une équipe de tournage hollywoodienne, voilà, dans ce secteur. C'est pas le premier à tourner là-bas, mais c'est évidemment lui qui a fait de ce paysage-là, encore une fois, un paysage national. Et donc ça a à la fois entraîné un développement du tourisme, mais aussi encouragé à la préservation de ces lieux. Une question devrait quand même toutefois nous alerter dès ce début de film, mais je dois bien avouer que je me la suis posée qu'au moment de préparer cette conférence. Cet endroit est-il seulement vivable ? Question toute bête, mais cette maison est-elle l'avant-poste de la civilisation, comme le suggère le western, ou une chimère reposant sur la croyance que même le désert peut être conquis par un mode de vie, en l'occurrence sédentaire, et éventuellement pastoral. Bon, ils ont quelques chevaux, on ne sait pas vraiment s'ils ont un troupeau ou de quoi ils vivent, quelles sont leurs ressources. Mais en tout cas, voilà, c'est tout de même une question qui mériterait d'être posée. Alors, troisième vision de la nature sur laquelle je m'étendrai un petit peu moins, et je ne vous montre pas un extrait, juste quelques captures, c'est voilà, le sauvage.
Donc on avait l'Immaculé, l'Immémorial, et là ce serait le Sauvage, à travers King Kong, la version de Merian Cooper et Ernest Schoedsack de 1933, qui s'inscrit, on pourrait dire, à la fois dans le courant du cinéma ethnographique et éventuellement du cinéma animalier à certains égards, avec cette idée donc d'une fascination pour l'ailleurs, pour l'autre, souvent réduit évidemment à sa version, disons, exotique. Il est quand même intéressant, à travers ce film, de rappeler que le cinéma a évidemment participé aussi au projet colonial de capture, d'exposition, d'exploitation de ce que l'on a défini, disons en Europe, aux États-Unis, pour le dire vite en Occident, comme le sauvage. Alors, ce qui est intéressant dans le film, c'est que, et peut-être qu'on l'oublie finalement, c'est que la tribu ménage une séparation entre la mince zone côtière où elle habite et le reste de l'île, le reste sauvage de l'île, et même le reste préhistorique de l'île, puisqu'on y aperçoit des dinosaures, par un mur, mais aussi par des rites, en l'occurrence des sacrifices humains, qui permettent de se ménager, on pourrait dire, une sorte de bonne relation avec ce sauvage. L'équipe du film, elle, au contraire, entend faire de cet emblème de la sauvagerie qui est le King Kong l'objet d'un spectacle, spectacle qui, vous en souvenez sans doute, finit assez mal. En tout cas, voilà, c'est aussi un autre rapport que le cinéma a noué, on pourrait dire, à la nature en tant que sauvage. Donc la nature, ici, c'est le sauvage, un sauvage quand même exploitable pour sa dimension spectaculaire. Quand bien même, finalement, ce spectacle, ce serait le spectacle de la catastrophe, ou un spectacle catastrophique, on pourrait dire, puisque le Kong va se libérer de ses chaînes. Voilà, donc on a trois, on pourrait dire, perceptions de la nature: immaculée, immémoriale ou immuable, sauvage, et finalement une pensée écologique tendrait au contraire à... déjà à questionner la notion même de nature, ce que ça recouvre, notamment dans cette opposition à nature-culture, mais aussi envisagerait cette notion de nature dans une perspective historique. Finalement, construire une histoire environnementale, comme a pu le faire l'historien William Cronon, qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle, c'est un recueil d'articles en l'occurrence, mais Nature et récits, que je vous invite à consulter. Ce qui nous permettrait à la fois de dépasser donc cette division nature-culture et aussi de concevoir des récits qui fassent place à la nature, à l'environnement, aux animaux autres qu'humains, aux forces géologiques, donc par-delà cet anthropocentrisme qui caractérise quand même majoritairement le cinéma. Alors, parmi les prolongements, on pourrait aussi se dire, finalement, la nature est aussi dans les villes. Il y a aussi une écologie urbaine. Et aller voir du côté d'Isao Takahata. Alors, je crois que Pompoko n'est pas au programme, mais en tout cas, il y a plusieurs films de Takahata, et c'est toujours, c'est toujours magnifique. Vous inquiétez pas, j'aurai l'occasion de parler de Miyazaki juste après, qui est donc le collègue de Takahata. Alors, deuxième temps, le temps des catastrophes, moins chantant que le temps des cathédrales, avec Le Magicien d'Oz, donc de Victor Fleming, 1939. On va regarder une petite scène. Alors la catastrophe, en l'occurrence la tornade, c'est ce qui vous tombe dessus, ce qui emporte votre monde, au moins votre foyer. En 1939, au moment où sort le film de Victor Fleming, la terre inculte du Kansas n'est pas qu'un décor et les tempêtes une idée de scénario. C'est au contraire ce qu'il y a de plus concret pour des milliers de familles installées dans les grandes plaines. Par vagues ou tourbillons, la poussière masque le soleil, trouble l'eau, ensevelit les habitations, s'infiltre dans les poumons et colore même jusqu'au ciel de New York. Parce que la poussière voyage. On connaît bien ça aujourd'hui avec les méga-feux qui, chaque été, et même un peu plus, colorent nos cieux, même si ces méga-feux ont lieu au Canada ou ailleurs. Alors, on peut aussi... c'est une histoire qui a aussi été racontée par John Steinbeck et donc dans son adaptation par Ford dans Les raisins de la colère. Alors,
qu'est-ce qui s'est passé finalement pour qu'il y ait ces tornades, c'est ce qu'on a appelé le Dust Bowl? Est-ce que ça nous tombe dessus comme ça? Pas tout à fait. Il faut remonter quelques décennies en arrière et évoquer comme cause à la fois le massacre conjoint des Amérindiens et des bisons, l'appropriation de la terre, l'arrivée massive du bétail, le remplacement des hautes herbes par des céréales, le développement accéléré d'une agriculture d'exportation dans le contexte de la Première Guerre mondiale, agriculture d'exportation facilitée par le développement du train et des liaisons par bateau, des liaisons intercontinentales par bateau, le développement encouragé donc tout au long des années 20 par des mesures gouvernementales. Les conséquences, donc, c'est la sécheresse, l'érosion et ces tempêtes de poussière. En 1939, dans un article qui s'appelle Dust Bowls of the Empire, je cite un ouvrage d'histoire, quelqu'un donc note que les hommes qui ont conquis les prairies du Midwest en Amérique du Nord, de la Pampa en Amérique du Sud ou de la ceinture de blé en Australie, et ont ainsi déversé des flots de céréales et autres aliments ayant permis à la population mondiale de faire un bond sans précédent durant le XIXe siècle, n'étaient que rarement des fermiers dans le véritable sens du terme. Il s'agissait plutôt de mineurs exploitant la fertilité qui avait pu s'accumuler à travers les âges dans ces sols vierges. Donc c'est intéressant ici de voir l'agriculture finalement comme une pratique extractiviste, extractiviste comme les mines de charbon, etc. Alors ici, dans le Magicien d'Oz, Dorothy ne pleure pas les bisons, ne pleure pas les hautes herbes, mais donc serre son chien Toto dans ses bras. Et quand le malheur s'approche, finalement, Hollywood lui offre un passage secret vers un monde en technicolore. Voilà, donc voici quelques aspects. Le blé y pousse d'abondance, les fleurs ont le luisant du plastique. Et s'il faut ruser pour avoir une pomme, finalement, l'arbre s'avère malgré tout généreux, lançant ses fruits à la jeune fille ravie. Au pays d'Oz, la poussière n'est plus qu'une neige légère, effleurant le visage juvénile de l'actrice. Fièvre, délire de la part de Dorothy. Oui, mais sa maison a surtout été finalement comme une de ces fusées de science-fiction dont les réacteurs contiennent la promesse de planètes lointaines, étrangères aux limitations de la Terre. Finalement, c'est une sorte d'autre modèle de nature artificielle, on pourrait dire une sorte qui nous apparaît comme idéal, presque comme édénique d'une certaine manière, même s'il y a évidemment la sorcière dans ce pays d'Oz, mais malgré tout, comme dans une certaine mesure, et encore une fois, même si on est content à la fin de rentrer à la maison, plus enviable que cette terre sèche et poussiéreuse. Et donc finalement, on pourrait voir le Magicien d'Oz comme une sorte d'exemple de cet imaginaire qui nous invite à fuir la catastrophe, à décoller de la Terre, à s'arracher à notre condition de terrestre. Fantasme qui est aujourd'hui largement porté et propagé par l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, et puis quelques multimilliardaires, puisque Elon Musk envisage une vie multiplanétaire. Voilà, donc on pourrait bondir de pays d'Oz en pays d'Oz, ou de Mars en Jupiter, ou je ne sais quoi, pour mener notre existence. Alors, peut-être qu'il faut être un peu plus raisonnable et atterrir, comme y invitait le philosophe Bruno Latour, retrouver finalement le sens de nos dépendances, des codépendances qui sont la condition de notre vie, avec les animaux, les plantes, les rivières, les micro-organismes, les bactéries, etc. etc. Il faut, d'une certaine manière, revenir du pays d'Oz, et le cinéma, notamment le cinéma hollywoodien, finalement, serait aussi bien inspiré de retrouver un peu le plancher des vaches. Alors, deux extraits suivants. Donc, on arrive à Miyazaki, Pogno sur la falaise. Parenthèse personnelle qui résonne avec cet extrait. En lisant, en offrant un livre à ma fille sur une méduse, il y a quelques années, j'ai été à la fois surpris et
comment dire, à la fois horrifié et agréablement surpris de découvrir que dans ce livre, avec ce très beau livre, avec ces très belles couleurs et cette belle méduse, la mer était pleine de plastique, d'emballages, de canettes de soda, etc. Donc les livres pour enfants, y compris pour petits-enfants, voilà, témoignent aussi de ce qui nous arrive et donc de cette pollution endémique. Donc il n'y a plus de naïveté non plus possible là-dedans. Alors, la question écologique chez Miyazaki passe par le constat du potentiel destructeur des activités humaines, que ce soit les écosystèmes ravagés par l'industrialisation et la guerre dans Nausicaa de la vallée du vent, la terre fracturée afin d'en extraire des minerais dans Le château dans le ciel, l'exploitation sans limite de la forêt dans Princesse Mononoke, la pollution générée par des produits manufacturés toujours plus envahissants dans Le voyage de Chihiro, ou donc, comme ici, les effets de la pêche industrielle sur les fonds marins, donc dans Pogno sur la falaise. De façon frappante, dans cet extrait, la pollution ne relève plus véritablement, on pourrait dire, de la tâche dans le paysage, de la souillure localisée, mais bel et bien constitue bel et bien, on pourrait dire, comme une sorte de seconde nature, complètement modifiée. L'industrialisation et la pollution qui en est, et les pollutions qui en sont les conséquences, ont radicalement transformé le monde. Donc c'est vrai dans ce film ici, mais c'est vrai, c'est peut-être encore plus vrai dans Nausicaa, qui montre des mers acides dans lesquelles il n'est plus possible de tremper les pieds, et des forêts toxiques que l'humain ne peut aborder que masqué. Alors ici, on pourrait dire que la pollution est encore liée à un objet sur lequel on peut mettre la main, qu'on peut éventuellement même mettre à la poubelle. Mais évidemment, les déchets aujourd'hui se mêlent à l'air, enfin en tout cas la pollution se mêle à l'air que nous respirons, à l'eau que nous buvons, à la terre dans laquelle nous faisons croître notre nourriture, à nos corps même, qui sont on pourrait dire des sacs de microplastiques aussi, entre autres choses. Et donc, il constitue bel et bien notre monde. Et donc, c'est ce que découvre Pogno en remontant des profondeurs de l'océan, où là, pour le coup, on est vraiment dans un monde enchanté et qui est caractérisé par une sorte de biodiversité absolument incroyable. Et donc ça, c'est aussi un motif récurrent chez Miyazaki. Ce sont ces plans qui sont saturés de vie, de créatures vivantes. Bon, ici, une fois qu'elle arrive, disons, proche de la plage, c'est plutôt saturé de déchets. Donc évidemment, comme dans Nausicaa, il faut aussi se dire que cette question écologique disons, passe par des choses qui sont invisibles et entre guillemets éternelles. Que ce soit les microplastiques, ou toutes sortes d'engrais dont les pollutions sont considérées éternelles. Donc il y a là aussi une sorte de défi pour le cinéma de construire des récits ou de construire un imaginaire qui accueille ces échelles de temps, mais qui fasse aussi place à l'invisible. L'invisible des pollutions, par exemple, mais aussi l'invisible de ce qui a disparu. Comment mesurer sensiblement le fait qu'il y a, je sais pas, peut-être 50% d'oiseaux en moins, et je sais pas, je ne veux pas dire de statistiques, mais énormément d'insectes en moins qu'il y a quelques décennies. Alors quand on a, comme moi, 40 ans, disons, on peut avoir le sentiment que quelque chose manque, mais comment rendre compte de ce sentiment pour quelqu'un qui a 10 ans ou 15 ans, donc votre public. Alors, finalement, tous les films de Miyazaki se posent cette question, au fond, qu'est-ce qui rend le monde vivable ou invivable? Et dans la grande majorité de ces films, il y a le rêve, on pourrait dire, d'une sorte de société pastorale, comme dans Nausicaa, avec une agriculture qui est un usage de l'énergie éolienne, voire une sorte de fantasme de la cabane, qui est le modèle absolu de la vie simple et bonne, comme dans Chihiro, où il y a la bonne sorcière qui vit dans une cabane. Évidemment, ce sera peut-être difficile de loger 8 milliards d'humains dans des cabanes, mais en tout cas, le cinéma de Miyazaki nous invite à une sorte à travers son ancrage shintoïste, à une sorte de célébration
aussi du vivant. Alors voilà, comme prolongement à cet extrait, bon, il y a des films que j'ai déjà cités et qui sont donc dans les catalogues, Nausicaa, Mon voisin Totoro, que je évoquerai tout à l'heure, ou Le voyage de Chihiro. Point suivant, j'espère que je ne vais pas trop vite. Voilà, changer de perspective. Après la catastrophe, donc, changer de perspective. Et là, je vais vous montrer, c'est au début de Microcosmos. Donc, film de Claude Nouritsani et Marie Perrenou, sorti en 1996. Donc, à rebours du magicien d'Oz, qui faisait décoller la maison de Dorothy, ici, il s'agit de descendre du ciel, de se poser sur Terre. Alors, cette voix angélique nous incite à ouvrir les yeux avant de mourir. Bon. Mais c'est une Terre quand même bien particulière, puisque pour l'essentiel, il s'agit en fait d'un montage entre des prises de vue en extérieur et des prises de vue en studio, dans un environnement recréé, puisqu'en fait, filmer des petites bêtes pose de très nombreuses difficultés techniques, que ce soit en termes de profondeur de champ, de lumière, etc. Des questions, donc, et finalement, ça pose la question, au fond, quelle est l'échelle du cinéma? Alors, Godard disait que le microscope avait été inventé pour voir l'infiniment petit, le télescope pour voir l'infiniment loin, et que le cinématographe servait à voir l'infiniment moyen, c'est-à-dire l'humain. Bon, quand on sort de cette échelle-là, on rencontre des problèmes techniques, et donc il faut inventer des dispositifs particuliers. Alors c'est une question que se posent des gens qui finalement se soucient assez peu de cinéma en tant que tel, comme Étienne Jules Marais ou Lucien Bulle, qui filmaient notamment ou chronophotographier leurs petites bestioles à 100 images secondes. Ils pouvaient aussi poser des paillettes d'or sur l'extrémité des ailes, je ne sais plus quoi, d'une guêpe, je crois, pour observer le mouvement des ailes, parce que sinon ça ne se distinguait pas sur le fond. Ils avaient conçu aussi une machine, une sorte de petit entonnoir avec une pince, un électroaimant dans un tube, etc., qui permettait de libérer l'insecte au moment voulu, pour la prise de vue. Voilà, donc il faut un système d'éclairage, donc avec des éclairs qui se déclenchent, une sorte d'éclair qui se déclenchait 200 fois par seconde. Donc ces informations, je les ai trouvées dans une conférence qu'on trouve sur Internet, sur le site de la Cinémathèque. Microcosmos, filmer l'invisible, macro-cinématographie de la nature, tout à fait intéressante sur les techniques utilisées pour Microcosmos et donc aussi chez Marais et Bull. Alors, Nouritsani et Perrenou donc, ont quand même une formation scientifique et les scènes qu'ils filment sont inspirées de leur promenade dans la nature, de leur observation, etc. Mais ce sont quand même des choses, on pourrait dire, reconstituées, reconstruites en studio. Et donc, ils ont mis en place ce qu'ils appellent un motion control, c'est-à-dire un robot qui est commandé à distance, qui permet de commander à distance tous les mouvements de la caméra 35 mm, donc, qui est guidée du bout des doigts avec une précision au dixième de millimètre près et sans vibration, afin de saisir tous ces insectes et ces petits animaux. Donc c'est une machine quand même assez lourde, qui fait 300 kg, qui est accrochée au plafond de leur studio de prise de vue. Et donc ils ont reconstitué, on pourrait dire, une sorte de prairie ou de paysage, et qu'ils filment comme ça avec leur machinerie quand même assez complexe. Donc, si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder cette conférence tout à fait intéressante. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que Nouritsani et Perrenou parlent des insectes aussi comme des acteurs, c'est vraiment leur terme, qui passent un casting. Bon, toutes les libellules n'ont pas la même chance d'atterrir dans leur film. Et il faut aussi évidemment s'adapter aux réactions des insectes, notamment à la lumière, etc. Donc c'est vraiment tout un travail très complexe pour enregistrer ces images.
Donc le point de départ, c'est vraiment l'observation, on pourrait dire la connaissance scientifique, mais il s'agit pour eux d'aller vers l'imaginaire, le poétique, bon, comme le suggère la musique. Alors c'est un film presque sans commentaire, sans voix off, si ce n'est quelques mots au début, mais qui est qui repose quand même beaucoup sur une relation au son, et qui n'est pas un enregistrement direct, hein, qui est vraiment une recréation sonore, et la musique. Et donc cette approche, on pourrait dire poétique, hein, nous ouvre à la multiplicité des formes de vie, dans un sentiment qui peut aller peut-être de l'émerveillement à l'horreur, ça dépend de la sensibilité de chacun. D'ailleurs, le début du film, c'est presque une scène du début de Blue Velvet, hein, si vous voyez ce que je veux dire, où on se glisse sous les herbes pour découvrir les insectes qui grouillent. Bon. Donc il peut y avoir une certaine ambivalence à découvrir toute cette vie qui grouille. Mais en même temps, voilà, ça nous permet de mesurer notre ignorance, et quand même, il y a quelque chose, évidemment, de merveilleux dans ces apparitions. Le film se construit quand même, on peut dire, sur le modèle de la collection. Alors ici, les animaux ne sont pas épinglés, mais il y a quand même l'idée d'une sorte de collection ou d'atlas. Hein. Chaque séquence, c'est un peu comme si on feuilletait les pages d'un atlas. Et finalement, il n'y a pas très peu de relations entre toutes ces bêtes. C'est pas vraiment un écosystème qu'il montre, mais c'est plutôt une sorte de juxtaposition disons, de bestioles vivant leur vie, bon, s'accouplant, naissant, toutes sortes de choses. Il n'y a pas non plus d'humains. Pas non plus de présence humaine, de marcheurs, d'agriculteurs, etc. Microcosmos, bon, ça désigne une sorte de multitude de mondes en soi, le monde de la coccinelle, le monde de la fourmi, etc. Et d'ailleurs, ils sont crédités tous au générique, hein, par ordre d'apparition. C'est un monde riche, mais coupé du reste. On peut dire monadique, chacun dans sa bulle. Alors, deuxième extrait, Bovine d'Emmanuel Gras. Il y a des fans dans la salle. Bon, voilà, extrait un peu plus long, même si le temps commence à presser, parce que sans doute que voilà, fabriquer un cinéma, disons, écologique, c'est aussi inventer d'autres durées. Ce qui m'intéresse, donc Emmanuel Gras, hein, voilà, il dit pour faire ce film, il fallait changer de regard, non pas penser comme une vache, mais essayer de ressentir comme une vache, se mettre dans la peau de la bête et rendre l'univers sensible dans lequel elles vivent. Donc ça passe notamment, voilà, par tout un travail sur le cadrage, sur la durée des plans et aussi sur le son. Mais ce qui m'a intéressé dans cet extrait, c'est finalement cette rencontre, à la fois cette rencontre incongrue entre une vache puis plusieurs vaches et un sac plastique qui est visiblement mise en scène, mais aussi un rapport finalement entre deux formes de déchets. Les bouses qui tombent de manière très sonore, et ce sac plastique qui apparaît soudain dans ce paradis verdâtre de Normandie. Alors, là aussi, expérience personnelle, quand je me balade dans les bois ou forêts autour de l'île où j'habite, il m'est déjà arrivé de tomber sur des gens, des sacs plastiques qui contiennent des déjections canines. Donc, je suppose que les gens considèrent que la déjection canine est plus sale et davantage un déchet que le sac plastique qu'ils laissent à côté d'un arbre. Il y a quand même quelque chose de fascinant là-dedans, et je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Mais, disons, demi-blague à part, ce qui m'intéresse aussi dans cet extrait, c'est qu'évidemment, c'est incongru, ce sac plastique. Alors que, disons, dans notre univers quotidien, ce serait une banalité, quelque chose qu'on ne regarderait même pas. Là, tout à coup, on le regarde, et en même temps, ça nous questionne sur la possibilité, finalement, d'être encore puriste aujourd'hui. Et là, je mettrais peut-être, du coup, pour créer un contraste avec ce qu'on a vu, le sommet des dieux, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une sorte aussi d'appréhension esthétique du déchet? Est-ce que ce sac plastique qui vole dans le vent sur les collines de Normande n'est pas aussi une sorte de phénomène esthétique assez beau? Évidemment, on aimerait mieux qu'il ne soit pas là, mais quand même, il y a une certaine beauté dans ces plans-là. Et peut-être qu'il faut la considérer. La considérer non pas pour s'extasier de la pollution, mais pour se dire que, pour reprendre le titre d'un livre d'Anat Singh, on est d'une certaine manière condamné à vivre dans les ruines du capitalisme.
et qu'il faut sortir de ce mythe de la pureté, du paysage immaculé, etc. Et il faut bien essayer de faire quelque chose du monde réel dans lequel on vit. Alors, dernier point, avec on va aller vite. Un petit extrait donc d'un film de Frédéric Bach, L'homme qui plantait des arbres, adapté donc du livre de Jean Giono. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est finalement cette question de l'animation, hein, du cinéma d'animation. Bon, c'est une tarte à la crème, et c'est une manière qui donne vie aux images, hein, qui donne une âme aux images, on pourrait dire. Et donc ici, hein, ce passage, disons, du gris ou du marron à la couleur, et cette idée donc finalement de créer, hein, des lignes de vie enchevêtrées, plutôt que des objets vraiment découpés. Et donc la capacité du cinéma d'animation à saisir des métamorphoses, des engendrements, comme ça. Dans la suite du film, hein, on voit que cette forêt recrée aussi une sociabilité villageoise, hein, là où l'exploitation n'avait généré que rancune. Il y a aussi la rivière qui revient, et finalement c'est tout un écosystème qui revient. Donc évidemment, il y a un peu quelque chose d'édifiant, hein, dans ce conte, hein, puisque c'est un homme seul qui a redonné vie à toute cette région, mais aussi quelque chose, voilà, de très beau et de très éloquent. Ce qui pourrait peut-être aussi nous évoquer une sorte, on pourrait dire, de politique du laisser-faire, voilà, suggérée notamment par le documentariste Dominique Marché dans La Rivière, qui n'est pas encore au programme, mais je l'appelle de mes voeux. C'est-à-dire, au fond, voilà, on restaure des continuités naturelles, écologiques, et puis on voit ce qui se passe, hein, on laisse faire aussi. Et c'est ce que fait ce bouffier. Bon, il replante des arbres, et puis ensuite, disons, ça repart de soi-même, quoi. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très beau. Autre film sur la puissance du végétal, mon voisin Totoro, sur lequel je ne m'attarderai pas, mais qui est évidemment aussi très beau sur cette question. J'ai une citation du philosophe Emmanuel Ecochea qui s'appelle « La vie des plantes ». J'en profite pour remercier ma complice. Donc je cite Ecochea. « Dans le souffle, le premier, le plus banal et inconscient acte de vie pour une immense quantité d'organismes, nous dépendons de la vie des autres. Mais surtout, la vie d'autrui et ses manifestations sont la réalité elle-même, le corps et la matière de ce que nous appelons monde ou milieu. Nous nous nourrissons quotidiennement de l'excrétion gazeuse des végétaux. Nous ne pouvons que vivre de la vie des autres. Inversement, tout vivant est d'abord ce qui rend possible la vie des autres, produit de la vie transitive capable de circuler partout, d'être respiré par autrui. Le vivant ne se contente pas de donner vie à la portion restreinte de matière que nous appelons son corps, mais aussi et surtout à l'espace qui l'environne. Là est l'immersion, le fait pour la vie d'être toujours environnement d'elle-même, et à cause de cela, de circuler de corps en corps, de sujet en sujet, de lieu en lieu. Et il a cette formule assez saisissante, ce que nous appelons respiration n'est que l'agriculture de l'atmosphère. Voilà, donc nous sommes tous des agriculteurs au travail, enfin j'espère que tout le monde respire encore, après 7 heures de conférence. Alors, dernier extrait, puis on s'arrêtera là, si je peux déborder un petit peu, oui. Les glaneurs et la glaneuse d'Agnès Varda. Et donc le titre, quand même, c'était ça. Voilà, donc vous comprenez l'idée. Ici, c'est une question finalement qui est un peu transversale, hein, que j'ai déjà évoquée. Finalement, c'est quoi un déchet ? Un déchet, normalement, c'est quelque chose qui a déchu, hein. Et or, ici, on s'aperçoit que finalement, l'industrie agroalimentaire et puis la grande distribution, on pourrait dire, produisent des déchets, hein, à cause de non-conformité, de difformité. Alors, finalement, voilà, ça nous amène aussi à cette question de ce que pourrait être un cinéma écologique, non pas simplement en tant que sujet, etc., mais comment faire écologiquement du cinéma. Et ça reviendrait peut-être à une sorte de devenir minoritaire, hein, c'est-à-dire aussi à se poser des questions d'économie, de production. Bon, là, on voit que Varda, elle tient son instrument son appareil de production, elle le tient dans sa main, ça tient dans sa main. Il n'y a pas
pas forcément besoin de beaucoup plus pour faire un film. Bon, évidemment, après, il faut le monter, etc. Mais voilà, ce sont quand même des moyens très modestes. Ça passe aussi par une attention au son. Hein. On pourrait dire qu'il est le minoritaire du cinéma, c'est quand même le son, puisque on prête avant tout attention à l'image. Et puis voilà, c'est aussi donc porter une attention au fait d'être un vivant parmi les vivants, hein, et de trouver donc dans ce réseau de codépendance, hein, une sorte de puissance créatrice. Voilà ce que pourrait être un cinéma, disons, écologique, enfin, pour le dire très vite, mais je crois que ce sera le sujet de la table ronde qui suit, voilà, par rapport en rupture, disons, avec quand même une pratique industrielle du cinéma qui généralement a un lourd bilan carbone, et un bilan carbone qui risque pas de s'amenuiser avec l'intelligence artificielle et le développement de ce genre de technologie. Bon, bah voilà, nous sommes arrivés à destination. Si tout va bien, voilà.